Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et également le suivi de mes trades, des propositions de trades, les news, je vous retrouve juste après ça. Alors effectivement, une séance assez terrible avec 1,9% de terrain rendu. Alors au regard des choses qui peuvent expliquer cette déconvenue, on trouve finalement un retour aux fondamentaux puisque la pandémie et sa deuxième vague semblent complètement hors de contrôle dans de nombreuses régions et dans de nombreux pays. Également les statistiques qui ont été décevantes avec une livraison journalière plus qu'en demi-teinte, que ce soit sur les mises en chantier ou encore sur l'indice de confiance aux États-Unis. Ce n'était pas bon. Les publications d'entreprises n'ont pas rassuré non plus. On voit les effets déjà de la seconde vague apparaître dans certains pays. Et on voit également que finalement le rebond qui avait été entamé sur le support mineur des 4691-4784 eh bien, est en train de faire long feu. Et on voit mal comment un retour sur le support mineur des 4691-4784 pour un retest pourrait être évité. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, nous avons un chandelier qui est vraiment de nature odieuse, avec une clôture sur les plus bas, une énorme mèche haute qui montre la manière dont les baissiers ont pris contrôle de la séance, un corps rouge qui termine dans le tiers baissier, ce qui est également négatif. La combinaison de cette bougie avec la bougie précédente s'appelle une ligne de séparation baissière et statistiquement cela implique une baisse ou du moins ça implique qu'on n'ait pas fait les plus bas. Nous avons également les éléments techniques qui se sont dégradés fortement. La moyenne mobile à 20 jours eh bien s'aplatit. Bon, elle est rouge là, mais c'est parce que il y a une pente qui est négative, mais vraiment marginalement. On va dire que la tendance est plutôt neutre avec ballottage favorable au baissier. Au niveau de la moyenne mobile à 50 jours également, c'est un petit peu compliqué puisque la pente est très mollement baissière. Elle n'est pas aussi baissière qu'elle a pu l'être par exemple ici. Il demeure qu'elle est sûrement pas positive. On est en dessous, donc on va dire que la tendance de fond est également plutôt neutre avec avantage au baissier. La moyenne mobile à 200 jours qu'on bypass, c'est là parce qu'il faut savoir que elle est très suivie des trend followers. On considère que tant qu'on n'est pas passé au-dessus, toute expansion durable est peu plausible, on va dire, à anticiper. Et nous sommes bien en dessous avec des cours qui fléchissent à chaque fois qu'on s'en rapproche. Donc la tendance de très long terme sur cette unité de temps est baissière aussi. Et pour bien faire, la moyenne mobile à 7 jours également est baissière. On est en dessous, donc la tendance à court terme est baissière. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour ceux qui sont haussiers. Alors peut-être une chose, et ça va être l'occasion pour moi de préciser certaines choses. Regardez le super trend, vous voyez. Le super trend, il est haussier. Il a été cassé ici et statistiquement on sait qu'on a beaucoup plus de chances d'aller plus haut que sur la bougie de cassure du super trend que de ne pas le faire. Donc normalement ça veut dire qu'au regard de ce backtest qui a déjà fait l'objet de nombreuses occurrences dans mes vidéos précédentes, on devrait terminer plus haut que 5005, en gros, davantage qu'on a de chances de clôturer en dessous de 4765. Okay, donc clairement, on a plus de chances de faire ça que de faire ça. Et le SAR nous dit exactement le contraire, puisque vous voyez, on a cassé le SAR sur cette bougie. Ok. Et on savait maintenant qu'on avait plus de chances de clôturer en dessous des plus bas de la bougie de cassure que de ne pas le faire. Clairement, on a plus de chances d'aller plus bas que 4782 que de repasser au-dessus du SAR. Là, vous avez clairement deux messages qui sont contradictoires. Alors forcément, la question qui taraude les traders nouveaux, mais c'est donc qu'est-ce qu'on fait quand on a des statistiques avérées sur des backtests qui disent l'inverse l'une de l'autre? Et bien ça, il faut vraiment que vous appreniez à vivre avec l'incertitude. C'est-à-dire que c'est un conseil, ce que je fais jamais, que je vous donne, mais l'idée, c'est qu'une fois que vous avez backtesté quelque chose et que vous savez que ce backtest vous donne des statistiques qui vont dans une direction, et à condition que vous ayez backtesté suffisamment, eh bien, ne vous prenez pas le chou pour rien.
Ok. La manière dont je procède, c'est la suivante. Une fois que je sais que j'agis dans le sens des probabilités, c'est-à-dire plus d'une fois sur deux, je me contente d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, en partant du principe que si j'ai tort une fois sur deux, étant donné que je gagne plus quand j'ai raison que je perds quand j'ai tort, eh bien, je m'enrichis sur le long terme. C'est comme ça qu'il faut travailler lorsqu'on veut s'appuyer sur des backtests et des statistiques. Alors bien sûr, vous aurez toujours des statistiques qui vous montreront qu'il est raisonnable de faire l'inverse de ce que vous faites. Mais l'idée, c'est que si vous avez backtesté sur suffisamment d'occurrences, eh bien, vous avez lissé finalement toutes les configurations, éventuellement celles qui iront contre vous. Et encore une fois, contentez-vous de viser un objectif qui est en dessous d'une résistance. Je dis n'importe quoi. Imaginons qu'un backtest vous dit qu'on va monter. Eh bien, contentez-vous de viser un objectif qui soit de telle manière que vous évitez les tirs de barrage des vendeurs, avec un stop loss en dessous d'un support. Et assurez-vous que vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 et normalement ça tient si vous avez bien fait votre travail. L'analyse technique ne permet pas de savoir ce qui va se passer. Ce coup-ci, l'analyse technique permet de baliser le terrain et de faire les choses rationnellement. C'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, je reviens à mes moutons et l'idée effectivement c'est que normalement on devrait continuer à baisser si on s'en tient à certains éléments, notamment les chandeliers japonais. Alors ça m'amène à un autre élément qui est intéressant ici, c'est le cycle de Schaff de Traînard. Il y a plusieurs choses à remarquer, hein. C'est que la séance a été meurtrière, hein. Le momentum a basculé en dessous de zéro, le RSI est passé en dessous de 50, c'est ici. Comme vous pouvez le voir, on est bien en dessous de 50 à présent. Le MACD nous a délivré un magnifique faux signal, hein, puisque vous le savez, hein, on avait backtesté hier le fait que on avait plus de chances d'aller plus haut que plus bas aujourd'hui. Ben voilà, ça n'a pas fonctionné, hein. Ce qui fonctionne dans 70% des cas veut dire que ça échoue dans 30% des cas, et c'est ce qui s'est produit. En tout cas, on passe sous le signal et c'est une mauvaise chose. Vous avez également le CCI qui se rapproche de la ligne des moins 100. Là, c'est la ligne où les baissiers prennent contrôle totalement de la situation, et le stochastique est sous son signal. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui à backtester. Aujourd'hui, j'ai backtesté une technique, hein, qui est le fait de certains de mes amis qui tradent, qui est l'utilisation du cycle de Schaff. Et j'ai donc, comme je l'ai dit, des amis qui l'utilisent, qui utilisent ce setup de la manière suivante. Ils attendent que on sorte de la zone de surachat, qui est ici, donc à 75, c'est le signal, et ils laissent courir jusqu'à ce que un signal haussier apparaisse, c'est-à-dire lorsque le cycle de Schaff repasse au-dessus de 25. Ok, donc là j'ai décidé, parce que c'est pas un de mes setups, enfin ce n'est plus un de mes setups, regardez ce que ça donne. Et l'idée c'est que j'ai regardé ce que donnerait une telle stratégie 20 fois, en rentrant lorsque le signal est délivré, et en sortant lorsque le signal haussier est délivré, à voir si c'est rentable et si on peut espérer gagner de l'argent avec une telle méthode, tout en sachant que là pour le coup je l'ai fait que 20 fois, donc c'est pas très fiable, mais ça vous donne une idée déjà. Première occurrence ici, vous voyez le cycle de Schaff a donné son signal baissier sur cette bougie ici. Ouais, c'est sur cette bougie ici qu'on est passé. Ouais, ici on était au-dessus de 75, là on est passé en dessous de 75. Donc c'est sur cette bougie là à 4816 qu'on a eu le signal baissier. Donc on va imaginer qu'on a spéculé à la baisse ici et on sort du trade lorsque le signal haussier est délivré, c'est-à-dire lorsque le cycle repasse au-dessus de 25, c'est-à-dire sur cette bougie-là. Et vous voyez, ça se serait manifesté par une perte, puisque entre les deux points, l'élément, enfin les cours ont pris 1,88%, donc ce serait une perte ici, hein. Deuxième occurrence, c'est ici. Alors pareil, hein, je vous montre simplement pour ces deux-là. Le signal a été donné sur ce point-là. Ok, le cycle de Schaff est pas basculé en dessous de 75 et le signal de rachat a été donné ici. Ok, et donc là pour le coup c'est un gain très maigre puisqu'on perd 0,11%, mais comme vous spéculez à la baisse, vous avez donc gagné 0,11%. Voilà, maintenant on va aller plus vite. Ici encore un échec à 4,3%. Là encore un échec à 2,84%. Ici
un très beau trade baissier avec 26,86% de gain. Là, eh bien, vous avez un échec avec 0,43% de perte. Ici, encore un échec avec 1,66% de perte. Je rappelle, si vous débutez, que même si c'est plus 1,66, c'est une perte puisque vous spéculez à la baisse hein, dans ce setup. Ici, encore un échec à plus 2,12%. Un échec à 1,12%. Une réussite à 3,70. Un échec à 3,68. Un échec à 1,38. Une réussite à 2,76, un échec à 1,60, une réussite à 6,06, un échec à 2,54, un échec à 1,07, une réussite à 0,36, un échec à 3,20, un échec à 1,28, une réussite à 3,71. Et ça y est, on y est. Et là, comme vous pouvez le subodorer, hein, on arrive à un score assez médiocre en termes de réussite, puisque l'on est à 35% d'échecs et 65% de réussite. Alors forcément, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on se demande comment on peut gagner de l'argent avec ça. Mais en fait, lorsque l'on prend simplement ces 20 opérations, on se rend compte que c'est un setup qui fonctionne parce que le gain moyen, même s'il n'apparaît que 35% des fois, il est de 6,2%, alors que la perte moyenne, même s'il arrive à 65, dans 65% des cas, n'est que de 2,18. Autrement dit, c'est un setup à espérance mathématique, à condition bien sûr de faire inlassablement la même chose pour espérer choper les gros effondrements qui rendent le système profitable. Parce que là, si vous avez loupé clairement la méga baisse de 27%, votre système est plus profitable. Donc en fait, il faut faire ça de manière consistante, de manière constante, pardon, pour que ce soit rentable, mais c'est vrai que sur les 20 dernières occurrences, c'est profitable. Tout ça pour vous dire, voilà, j'ai backtesté la stratégie suivante et bon, pour l'instant, hein, on serait toujours dans le trade avec cette baisse et une petite piste comme ça au passage, je pense qu'il aurait été intéressant de backtester également ce que vous gagnez entre une entrée maintenant et une sortie au moment où on rentre dans la zone de survente. Enfin bon bref, on verra ça la prochaine fois peut-être. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous enseigne que c'est pas bon, mais c'est pas non plus gravissime, puisque la SSB est toujours plate, la SSA descend, la Tenkan est plate, la Kijun descend. Bon, ça commence à devenir salement baissier, mais je considère, et je l'ai déjà dit, que tant qu'on reste dans ce grand trading range illustré par le rectangle noir, ici en pointillé, on est pour moi toujours en situation de neutralité. On passe pour terminer au trade du jour. Alors je vous rappelle que moi, mon stop loss qui est en dessous de 4650 n'est pas encore sollicité, mais bon, je peux tout à fait envisager que ce trade soit perdant. Hein. Pour l'instant, la position est légèrement vendeuse. Alors si vous désirez spéculer à la hausse sur le CAC 40 avec des futurs, avec des trackers ou comme je le fais moi avec des CFD aussi, vous pouvez envisager d'acheter maintenant au regard du fait qu'on soit très proche d'un support. Donc en gros, si vous achetez maintenant, on devrait descendre un peu plus bas, donc vous devriez avoir un bon point d'entrée dans le support mineur en mettant un stop à moins 3%. Et en visant un retour sur la résistance intermédiaire ici à 3,98,4%, vous avez un ratio Gary supérieur à 1, ça tient la route. Hein. Autre solution pour ceux qui veulent au contraire se mettre dans le sens de la baisse. Alors moi ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on est très proche d'un support, et moi j'aime pas trader à la baisse quand on est sur un support, mais en imaginant que vous vouliez spéculer à la baisse, il faut savoir que cette ligne de séparation baissière a une réputation toxique, hein. Donc l'idée ce serait d'attendre un éventuel rebond, et en espérant que vous arriviez à vous mettre au-dessus des précédents sommets, là par exemple à 1,5%. 1,45, si vous visez un retour sur le support mineur à 1,6, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Mais ça implique que vous attendiez un rebond si vous voulez avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs. Je vous remercie infiniment pour vos gentils messages, les petits plus que vous mettez sur ma vidéo. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai mis un nouveau
appelez ça clip, appelez ça pré-roll, appelez ça jingle, tout simplement parce que j'ai envie de professionnaliser un petit peu les vidéos et que voilà, donc j'ai mis quelque chose qui fasse un petit peu plus sérieux. Et je sais que c'est un jingle qui est long, mais comme je parle au-dessus, ça ne doit pas normalement vous pénaliser, surtout si je baisse le son. Voilà, et pour ceux qui découvrent mes vidéos, ça fait peut-être un peu mieux que simplement une vidéo telle que vous la connaissez. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.